Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition d'information. Tout de suite, les titres. Pas de pêche du mois de juillet à août dans les eaux maritimes guinéennes. La période est consacrée au traditionnel repos biologique qui durera 2 mois. C'est le ministre de la Pêche, de l'Aquaculture et de l'Économie numérique qui l'a annoncé. Les acteurs du secteur adhèrent à la décision et souhaitent la lutte contre les pirates. Justice, on en parlera dans cette édition avec des interrogations, bien sûr. Bientôt les vacances judiciaires et rien n'est encore prévu pour le procès de Ousmane Gawal Diallo et ses co-détenus. Et vous entendrez l'un des avocats, Maître Mohamed Traoré. Et les pages sport et celles de la culture viendront boucler ce journal avec entre autres la 26e et dernière journée de Ligue 1 et les derniers hommages rendus ce jeudi à celui qu'on appelait Djembe Fola, décédé le 21 juin en Belgique. Encore une fois, bienvenue à tous. Nous entamons cette édition par cette brève. Le calendrier du déroulement des examens nationaux est disponible, comme vous pouvez le voir sur cette image. Le baccalauréat unique commence donc du 22 au 24 juillet, suivi du brevet d'études du premier cycle du 26 au 29 juillet 2021. Et en dernière position, l'examen de fin d'études élémentaires du 30 juillet au 1er août 2021. Pour cette année, il n'y a pas de repos pour les différents candidats. Je vous le disais à l'instant, c'est officiel. Le ministère des Pêches, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime a annoncé le repos biologique pour les 2 prochains mois. Frédéric Loy l'a fait savoir à travers une déclaration rendue publique ce mercredi. Le secrétaire général du bureau de la Fédération patronale de la pêche industrielle n'a pas tardé à saluer la décision. Aboubakar Kaba invite les acteurs compétents à lutter contre les pirates. Juste à Antoinette Dédé Onivogui, Lamine Silla. C'est bon, c'est satisfaisant parce que ce n'est pas la même zone. Nos eaux s'appauvrissent en démersal d'année en année. Il faut des mesures. Et surtout, j'attire votre attention et l'attention surtout des autorités. Cette pêche industrielle avancée qui ne fait qu'appauvrir nos eaux. Depuis sa création, les eaux guinéennes ne font que s'appauvrir d'année en année. L'initiative de ce repos biologique venant d'une étude faite par le Centre de recherche aéronautique de Boussra qui ont dû constater la rareté de certaines espèces. Donc en 2014, le gouvernement a engagé à respecter cela 2 mois de repos biologique pour la pêche industrielle, mais surtout la pêche démersale, donc la pêche en fond. Ça veut dire que même au niveau de la pêche industrielle, mais les pélagiques sont autorisés à pêcher, mais seulement ceux qui pêchent à fond, qui n'ont pas autorisé à pêcher en ce moment-là. Alerte info, très prisée, la viande de dinde, communément appelée dindon, serait impropre à la consommation. C'est le ministère du Commerce qui a fait un communiqué le 30 juin dernier pour alerter les populations, mais aussi les services concernés afin de prendre des dispositions. Malik Sandiana Kamara, Alseni Kamara se sont rendus au marché de Matoto pour recueillir la réaction des vendeurs et consommateurs de cette viande. Suivez. Dans la boutique d'alimentation de Keta au marché de Matoto, on n'y trouve que des produits importés. La vente de la viande d'Inde en dehors des produits manufacturés est pour lui une bonne affaire. Ce produit animalier en provenance de Pologne est déclaré impropre à la consommation. Malgré tout, la vente continue de plus belle. Pour ces commerçants, c'est au service des contrôles qualité de jouer pleinement son rôle avant que les produits ne se retrouvent sur les marchés. Le rôle de contrôle de qualité, c'est quoi? Donc il doit prendre sa disposition avant que ça rentre dans le pays, quoi. Parce que c'est notre consommation base d'aujourd'hui, quoi. Non, on ne peut pas laisser ça parce que qui a la maladie, il y a quoi, il y a ceci, ceci là. C'est l'État, il est là pour ça, quoi. Ici, la clientèle ne fait pas défaut. La viande d'Inde est beaucoup sollicitée par des consommateurs. Raison évoquée,
Elle est moins chère et plus accessible, contrairement à la viande rouge. Sa consommation va-t-elle cesser après l'alerte du gouvernement? Pas sûr. Malgré la publication du communiqué du gouvernement, nous allons en consommer. Le prix de la viande rouge et du poisson est cher, mais ce importé est moins cher. Avec 22 000, 23 000, on a une bonne sauce. On préfère la viande importée. Cette dame est venue acheter ici la viande d'Inde qu'elle grille et qu'elle revend dans son quartier. C'est la peur qui s'est emparée d'elle lorsqu'elle a appris que cette viande est contaminée par Salmonelle enterica typhimurium, donc impropre à la consommation. J'ai eu peur, franchement, parce que moi, c'est ça que je revends, quoi. Les gens ont peur, parce que moi, chez moi, là-bas, il y a une de mes voisines hier, quand je l'ai expliqué, il m'a dit carrément, ah bon, moi, si c'est comme ça, je ne vais rien acheter. La présence de la viande d'Inde contaminée en Guinée en provenance de Pologne a été signifiée au gouvernement par le système d'alerte précoce de l'Union européenne. Le fait est choquant et indignant. Il s'est passé dans la nuit du mercredi au jeudi au marché de Gbessia, dans la commune de Matoto. Un jeune de 19 ans a été surpris avec un chien en plein débat sexuel. C'est un fait insolite qui a interpellé les agents de la gendarmerie qui se sont saisis de cette situation. Marissa Camara Amaralexila pour plus de détails. Incroyable mais vrai. Ce jeune se serait accouplé avec un chien pour satisfaire son libido. L'acte s'est déroulé au marché de Gbessia. D'après nos informations, nos sources s'ajoutent que l'accusé n'est pas à son premier acte. C'est un habitué des faits, selon lui, parce que ce n'est pas ici qu'il a commencé. Il est de Fourikaria, donc il avait l'habitude de faire ça. Au moins 3 fois, il a reconnu, 2 à Fourikaria, et cette fois-ci, à Conakry, ici, dans le marché, nuitamment. C'est purement inhumain. Moi, j'ai du mal à parler de ce problème-là. Je ne peux pas concevoir ça. Vous voyez jusqu'où la société guinéenne est dépravée. Être humain avec les animaux, dans ce contexte-là, franchement, moi, c'est lourd pour moi. En tant que religieux, et à mon âge-là. Quel que soit paix, non, l'homme ne devait pas se permettre cela. Le premier responsable de ce quartier, informé de cette situation, a saisi les services de sécurité pour des fins d'enquête. C'est le début des interrogatoires. J'ai trouvé, on a un garçon dans les bras des agents de la police de proximité ici. Donc, je l'ai fait venir dans le bureau et je l'ai écouté. Qu'est-ce qu'il dit, sa version? C'est dans le marché là qu'on l'a pris la nuit. Et qu'il a, comme peut-être à l'accoutumée, il a vu un chien ou une chienne. Il l'a appréhendé, il l'a attaché au cou et puis les pieds. Et voilà. Une commission est déjà mise en place afin de diligenter une enquête. Parlons justice à présent. Ousmane Gawal Diallo, Ibrahima Cherif Ba, Étienne Soropogui et compagnie vont-ils être jugés avant les vacances judiciaires? En tout cas, leur avocat n'y croit pas. Selon maître Mohamed Traoré, le procureur Sidi Souleymane Diaye serait à la recherche d'un financement, raison pour laquelle il n'a toujours pas communiqué la date pour la tenue du procès. André Mossiemi Limono l'a interrogé au téléphone. La première fois que nous avons rencontré le procureur de la République près le tribunal de Dixine, il nous avait dit qu'il était sur les préparatifs de l'organisation du procès et que cela nécessitait un certain financement. Il était donc à la recherche de ce financement et nous avons tenté d'autres rencontres, mais n'avons malheureusement pas obtenu des réponses clair à nos questions, à nos interrogations quant à la date de l'ouverture du procès. Nous ne sommes pas sûrs donc que ce procès-là puisse avoir lieu avant le mois de septembre au moins, parce que les vacances judiciaires prennent tout le mois d'août. Donc nous avons assez d'inquiétudes. Pendant ce temps, nos clients croupissent en prison alors que
L'instruction est terminée depuis le mois d'avril, si je ne me trompe pas. Mais j'avoue que je ne suis pas certain que nous puissions obtenir une demande de mise en liberté. La journée internationale pour le soutien aux victimes de torture a été célébrée le week-end dernier à travers le monde. En Guinée, c'est la ville de Kankan qui a abrité la cérémonie de commémoration sous la houlette de la ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté, Alpha Oumar Koïta. C'est dans le respect strict de la distanciation sociale que la journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture en Guinée a été célébrée le 26 juin dernier à Kankan. La maison des jeunes Batumba a servi de cadre en présence de la ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté, des autorités régionales, préfectorales et le représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. La torture est un crime qui est imprescriptible parce que la torture brise les vies, elle brise les familles, elle brise les communautés. L'impunité des personnes qui sont responsables de la perpétuation, de l'instigation, du consentement ou de l'acquiescement à la torture et au mauvais traitement nuit gravement à l'efficacité de l'interdiction de la torture et des mauvais traitements. Le gouvernement guinéen reste engagé à garder le cap irréversible des réformes pour relever tous les défis liés à la problématique de la torture. Pour ce faire, la formation, l'éducation, l'information et la sanction auront un rôle essentiel pour garantir la jouissance effective des droits et la capacité à les faire valoir. La mise en place d'un mécanisme national de prévention de la torture constituerait un formidable outil pouvant contribuer à l'éradication de la torture. Après s'être réjoui du choix porté sur sa juridiction pour abriter cette journée, Sadou Keïta a invité les différents acteurs à s'impliquer davantage pour éradiquer ce fléau qui gangrène nos sociétés. J'aimerais donc à ce que cette journée internationale soit prise au sérieux, non seulement par nos agents de sécurité, mais aussi par chacun des citoyens que nous sommes. Parce que c'est un phénomène ignoble, un phénomène qui habilite l'homme. La troupe théâtrale de Kassoumama Doumbouya a mis en exergue les différentes catégories de torture dont sont souvent victimes les enfants domestiques dans des familles. Santé, 2 nouvelles personnes ont été déclarées guéries de Covid-19 au centre de traitement épidémiologique de Gbessia ce jeudi. Sur les 3 cas examinés à ce jour, plus de 100 personnes sont admises au centre Gbessia, dont 16 cas de réanimation. Toutefois, certains patients dénoncent le retard de leur test de diagnostic rapide pour leur sortie du centre. Une inquiétude des patients sur laquelle le directeur du CTP de Gbessia a donné des précisions. Ali Badara Kamara et Ibrahima Sori, 5 Souma, l'ont rencontré. Voici le centre de traitement épidémiologique de Gbessia, l'un des plus importants de la capitale en matière de prise en charge des personnes atteintes de Covid-19, avec une capacité d'accueil de 350 lits. Depuis le début de la maladie en Guinée, 4000 patients ont été admis dans ce CTP et 3782 personnes ont été déclarées guéries de Covid-19 avec 66 cas de décès. Ce jeudi matin, sur 3 personnes testées, 2 ont été déclarées guéries. Ce jeudi, hier, nous avons prélevé 3 personnes. Sur les 3 personnes, il y a 2 qui sont sorties guéries. Il y a une personne qui a reprélevé vu que son résultat est revenu positif encore. Ici, des patients sont soumis à plusieurs diagnostics avant d'être déclarés guéris du Covid-19. Mais seul bémol, certains patients se plaigneraient du retard accusé dans leur test de diagnostic rapide. Sur la question, nous avons tenté de joindre quelques patients victimes, mais personne n'a voulu se confier. Interrogé sur le sujet, le directeur du centre donne des précisions. Il se trouve que si un patient rentre aujourd'hui avec un test TDR,
Nous le prélevons le lendemain pour faire un test PCR. Donc quand les patients voient ce genre de prélèvement, ils pensent qu'il y a un favoritisme. Non, ce n'est pas un favoritisme. C'est un schéma qui est établi, que nous respectons pour que les patients qui viennent soient plus à l'aise au niveau de notre CTP. Comme dans tous les centres de traitement épidémiologique du pays, la période de prise en charge est indéterminée. Difficile, voire compliqué pour des médecins de donner une estimation. Vous savez, on ne saurait estimer une date de sortie exacte d'un patient. Ça dépend de l'évolution de la maladie dans le corps du patient. Ça dépend de la charge virale dans le corps du patient. Il y a des patients qui peuvent guérir en 1 semaine. Il y a d'autres qui peuvent aller à 2 semaines, 3 semaines. Il y a d'autres qui font même voir 1 mois. Parce que chez certaines personnes, c'est lent. L'élimination du virus est lente. Sur les 405 personnes hospitalisées dans les centres de prise en charge, 145 sont admises au centre de traitement épidémiologique de Gbessia. Et le centre a enregistré 66 cas de décès depuis l'apparition du coronavirus en Guinée. Autre chose dans cette édition d'information, les opérations de curage des caniveaux et balayage des rues lancées il y a 2 mois peinent à aboutir. Plein de caniveaux sont encore bouchés. C'est le cas à Yimbayatanene Marché dans la commune de Matoto. Depuis plusieurs années, les riverains de ce caniveau se disent traumatisés. Le commerce qui est leur source de revenus est paralysé par les eaux boueuses. Mamadou Kalisso, Lamine Silla. Nous sommes à Tanene Marché dans la commune de Matoto. Ces caniveaux sont devenus des réserves d'ordures, des eaux usées et de la boue sur l'autoroute Fidel Castro. Ils sont bouchés et inondés par les eaux de ruissellement. Cette mare d'eau teintée de boue est un véritable cauchemar pour les riverains. Ici, la saison des pluies est synonyme de stress, d'inquiétude et d'inactivité pour ces marchands. Dès qu'il menace de pleuvoir, nous ramassons tout et rentrons. On ne peut rien faire. Parfois, même la chaussée est inondée. Ibrahim, depuis que client d'Engele amana. Nous n'avons pas de clients actuellement. Ils ne peuvent pas traverser. Nous passons toute la journée sans avoir de clients. Nous souffrons. Nous sollicitons de l'aide. C'est notre seule source de revenus. Depuis plusieurs années, le département des travaux publics peine à trouver une solution à ces problèmes. Au début du mois de mai, des opérations de curage des caniveaux et balayage des rues ont été lancées par les ministères des Travaux publics et de l'assainissement en collaboration avec les autorités locales. Pour de nombreux observateurs, cette campagne qui peine à faire ses preuves sur le terrain est à la fois inadéquate et budgétivore. Ce n'est pas le président Alpha le fautif, mais ceux qui sont chargés de curer ces caniveaux. Ils ne font rien. Ils devraient les renvoyer et confier le travail à ceux qui sont capables. Résoudre ces problèmes n'est pas de la mer à boire. Selon des sources sûres, il existe un canal qui relie ces caniveaux à la mer. Il suffirait juste de le déboucher pour faciliter l'évacuation des eaux de ruissellement. Et puis, la subvention allouée à la presse privée et à la Maison de la presse de Guinée est enfin disponible. C'est la Haute Autorité de la Communication qui l'a annoncé ce mercredi. Sur le terrain, une rencontre est annoncée par les associations de presse pour déterminer la clé de répartition. Déjà, certains affichent des craintes d'être écartés et se font voir. Mamoudou Boulere Diallo et Yacouba Traoré. Le montant total est de 3 329 484 000 francs guinéens pour l'exercice 2021. L'Association guinéenne des éditeurs de la presse indépendante l'accueille avec joie tout en expliquant les difficultés que traversent les médias traditionnels. Et donc les médias traditionnels sont face à une situation
très difficile aujourd'hui, avec notamment la flambée des prix des intrants d'imprimerie. Et vous savez toujours que le journal en Guinée, il est à 3 000 francs depuis plusieurs années. La Haute Autorité de la Communication invite les associations de presse de procéder à la répartition du montant à travers des critères objectifs et de fournir la liste des ayants droit à l'institution. Un moment de partage qui a toujours occasionné des prises de bec dans la presse. C'est une vieille histoire qui ne se répétera pas à l'AGP, promet Alpha Ablaye Diallo. Nous avons été élus à l'AGP, nous avons dit que nous venons pour tourner la page de la pagaille de l'indiscipline. Et c'est cette page-là que nous avons complètement tournée. Et la nouvelle AGP, c'est celle de la discipline, mais aussi de la concertation, mais aussi du respect des principes. Les principes qui sont connus de tous ne seront jamais piétinés ni violés. Parmi les critères susceptibles d'être appliqués, celui de la longévité de l'organe dérange le patron du site Le Révélateur qui a 7 mois d'existence. Habib Marouane Kamara fait remarquer qu'ailleurs, ce sont les petites entreprises naissantes qui sont soutenues pour atténuer leurs charges. Maintenant, si ici en Guinée, on parle de l'exclusion pour juste s'arréjouir le titre, je ne sais sur quelle base, pour dire que non, il faut avoir une longévité d'une année pour les sites et 6 mois pour les radios et télévisions. Je pense que c'est une injustice et moi, je ne vais pas accepter cela. L'Union des radios et télévisions libres de Guinée regroupe 65 médias et une vingtaine d'antennes de relais. Tout est mis en place pour le partage de la manne. D'ailleurs, une réunion est annoncée ce vendredi selon le président de la GIPEL, Amadou Tam Kamara. Les étudiants de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry ont mis en place ce jeudi un cercle scientifique. Étant une première, l'initiative vient d'un groupe d'apprenants qui constatent un fort taux de désengagement dans la recherche et de leur propre formation. Les responsables de l'université ont vivement salué les initiateurs à qui ils demandent une persévérance. Gibril Ba et puis Tiam Sadouba. La recherche scientifique est l'une des conditions pour le développement socio-économique de tout pays. Alors un groupe d'étudiants de la filière polytechnique de l'université Gamal saisit cette assertion et voudrait que leurs camarades s'impliquent réellement dans la recherche, gage d'un avenir prometteur. La première étape de leur initiative consiste d'abord à mettre en place un cercle scientifique. Nous constatons d'autre part ici le désengagement des étudiants, c'est-à-dire pour s'impliquer dans leur propre formation. Et à cet effet, on a suggéré de mettre en place les cercles scientifiques au sein des différents départements pour vulgariser la science et la stimulation, stimuler ici le travail labouré de tout un chacun. Au cours des échanges, des idées émergent. Cette étudiante voudrait innover dans le domaine de la santé. Un système de régulation de la température automatique, parce que à la néonatologie de Donka, par exemple, dans le domaine de la santé, un système d'éclairage automatique, d'allumage et d'éclairage automatique d'une lampe et d'un ventilateur. Se réunir en cercle scientifique, l'idée en soi n'est pas mauvaise, selon le recteur de l'université Gamal. Pour lui, les domaines à explorer sont nombreux. Et on ne peut rendre service à la communauté qu'en exploitant les résultats de recherche. Et les cercles scientifiques sont créés pour faire des recherches, pour que les résultats de ces recherches puissent vraiment venir à résoudre les problèmes qui se posent à la communauté. Les résultats de chaque recherche scientifique restent une avancée pour l'humanité. Ces apprenants sont donc déterminés et ne cessent d'inviter leurs camarades des autres filières de l'université à leur emboîter les pas. Et celui qu'on appelait le plus grand djembé fola du monde a eu les honneurs dignes de son rang ce jeudi. C'est le 21 juin dernier que Mamadi Keïta a tiré sa révérence en Belgique. Ce grand percussionniste guinéen et professeur du djembé avait fait parler de lui à travers le monde. Sa disparition est une perte tragique pour la culture guinéenne, voire même internationale. Un symposium a été organisé ce jeudi par le gouvernement à travers le ministère de la Culture pour lui rendre hommage. Juste Leno et Lamine Silla. À bord d'une ambulance, le corps de Mamadi Keïta arrive au chapiteau du palais de Conakry.
Entouré d'artistes, des griots, des collaborateurs et des parents, la dépouille est réceptionnée sous des pleurs et chants de louanges dans la salle dédiée au symposium. Cette initiative du gouvernement vise à rendre un hommage mérité au Djembe Fola. Merci Mamadi d'avoir aidé les personnes vulnérables et à mobilité réduite. Merci Mamadi d'avoir pris en charge les frais de pèlerinage au lieu saint de l'islam en faveur de plusieurs compatriotes. La disparition de Mamadi Keïta Djembe Fola est une perte pour la culture guinéenne. Né en 1950 à Balandoukou dans la préfecture de Mandiana en Haute-Guinée, il est initié à l'âge de 7 ans au djembé. Il était reconnu sur la planète entière comme l'un des plus grands percussionnistes de tous les temps. Mesdames et messieurs, distingués invités, depuis la disparition de notre regretté Mamadi, tous les témoignages sont unanimes qu'il fut un grand homme de culture de la Guinée. L'émotion est grande. Des artistes, des griots, tous ont effectué le déplacement pour venir lui rendre hommage. Pour son premier fils, Abdoulaye Keïta, c'est une partie de sa vie qui a disparu. Notre père nous racontait qu'il a eu l'opportunité de faire toute la planète entière, côtoyer d'autres cultures, déguster d'autres nourritures, côtoyer d'autres tribus. Du fond du cœur, de la part de tous les enfants de Mamadi, nous vous remercions énormément, toutes les personnes qui ont participé pour qu'on puisse lui offrir ce dernier voyage. L'homme a un parcours riche et glorieux. En 1964, il entre au Ballet national de Guinée-Djoliba alors qu'il venait juste d'avoir 14 ans. Passé ensuite au Ballet Koteba de Souleymane Koli à Abidjan, celui que l'on surnomme désormais Carcus choisit alors de se rendre en Europe. Il a choisi la ville de Bruxelles en Belgique pour s'installer et c'est dans ce pays qu'il a trouvé la mort le 21 juin dernier. 1000 fois indiqué pour tout ce que tu m'as apporté. Repose en paix, mon Koro. La disparition de Mamadi Keïta Djembe Fola a soulevé une vague d'émotions dans toute l'Afrique. Et comme tous les jeudis, place au sport, à marge de la 26e et dernière journée de Ligue 1, le Louba FC a battu la Flamme Olympique. Le club de Télémilé se maintient en première division pour la saison prochaine. Et puis le président de la Ligue guinéenne de football professionnel annonce la reprise de la nouvelle saison 2021-2022. Toute l'actualité sportive, c'est avec Alceni Baldé. Très belle opération pour le Louba FC en clôture de la 26e journée de Ligue 1. Le club de Télémilé a battu la Flamme Olympique 3-1. Cette quatrième victoire du club cette saison est certainement la plus importante puisqu'elle permet au club d'assurer son maintien en première division. À égalité de points 23 avec Éléphant et le Santoba, l'équipe de Louba se maintient à cause du goal différentiel qui est en sa faveur. L'Asfag et Santoba FC sont relégués en Ligue 2 pour la saison à venir. L'autre match de cette dernière journée a opposé l'AS Kaloum au Félostar de l'Abbé. Les deux équipes se sont quittées sur un partage de points, un but partout. Kaloum termine la saison avec 38 points contre 33 pour le club de la ville de Karamoko Alpha Molabé selon Foot 224. Le Orea est champion avec 58 points, le CI Kamsar est deuxième avec 46 points. Les deux clubs représenteront le pays à Ligue des Champions. Le Wakria est troisième 45 points et la SAG 43 points joueront la Coupe CAF. À Ligue 2, c'est le Milo FC et le FC Séquence qui montent en première division pour avoir terminé respectivement premier et deuxième de cet autre championnat. Dans la foulée de fin de saison, le président de la Ligue guinéenne de football professionnel annonce déjà une date pour la nouvelle saison sportive 2021-2022. Selon Mathurin Bangoura, c'est le 1er octobre prochain que le championnat va reprendre ses droits. En plus de cette annonce, le président de la LGFP précise qu'en plus du championnat, il y aura désormais la Coupe de la Ligue dès la saison prochaine, selon nos confrères de Guinée Foot. Le Ghanéen Anthony Bafoué, secrétaire général adjoint de la CAF en charge du développement du football, a annoncé sa démission
décision à l'issue d'une réunion en visioconférence avec désormais ses ex-collaborateurs. Bafoué a été désigné secrétaire général adjoint de la CAF en novembre 2017. Il a donc servi l'instance fêtière du football continental pendant plus de 3 ans et demi. En poste depuis décembre 2012, Florent Ibenge quitte le banc du club de Kinshasa, l'AS Vita Club. Sélectionneur de la RDC en parallèle 2014-2019, Ibenge, avec les Dauphins Noirs, a remporté 2 titres de champion de la République démocratique du Congo 2015-2018 et disputé 2 finales continentales, Ligue des champions en 2014, défaite contre l'Entente sportive de Chétif, puis Coupe de la Confédération en 2018, défaite contre le Raja Casablanca. Une sanction de 9 points a empêché coach Android, comme on l'appelle, d'ajouter un nouveau titre de champion de RDC à son palmarès. Ibenge n'a pas communiqué sur les causes de son départ. Les Phoenix Suns ont éliminé les Los Angeles Clippers, encore battus la nuit dernière 130-103. Ils vont disputer la 3e finale de leur histoire, la dernière remontant en 93. Et voilà qui met fin à cette grande édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.